Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Forcément, la parole sera directe avec lui. Lui, c'est bien entendu M. Alpha Bakar Barry, il est ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, journaliste à la base, donc ça va être plus simple, plus facile à l'interroger. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Première question, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le ministre, dans le vif, nous parlons d'abord de la transition sous le CNRD. Vous qui êtes ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, quel bilan y a-t-il eu pendant ces une année de gouvernance? Globalement, oui. Déjà, je vous remercie de m'inviter à cette émission. Le café était très bon. Bien, merci. Merci beaucoup. Nous avons passé 12 mois, pour moi, 12 mois importants pour l'histoire de notre pays. 12 mois pendant lesquels on a posé des actes. On a réussi certains, d'autres non, moins. Et je pense que le défi il est grand. C'est le moment de rassembler, c'est le moment de s'unir pour pouvoir aborder avec sérénité les prochains mois et conclure une transition positive et qui est bénéfique pour le pays. Donc 12 mois pour moi, le bilan est plutôt positif parce que nous avons ensemble, surtout les Guinéens, regardé ensemble les maux de notre pays. C'est déjà pas mal de poser un diagnostic global ensemble et d'être consensuel sur le fait que nous n'allions pas vers forcément une bonne direction et qu'il faut rétablir les choses et partir ensemble. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important. Ensuite, les fondamentaux de la bonne gouvernance commencent à revenir dans le langage du Guinéen. On commence à parler de reddition des comptes. Pour preuve, je suis là aujourd'hui pour parler du bilan de l'année de presque une année que j'ai passée au département de l'enseignement technique. Je pense que tout administrateur, toute personne qui a une parcelle de responsabilité publique devrait faire cet exercice extrêmement important. Ça revient donc dans le débat public, c'est extrêmement positif. C'est aussi positif que l'on puisse aujourd'hui parler d'inclusion, d'inclure tout le monde, de parler avec tout le monde, d'échanger avec tout le monde. Je pense que ça aussi, c'est une rhétorique qu'il faut saluer. Et puis... Inclure tout le monde, alors que le dialogue politique est au point mort. On sait très bien que vous n'êtes pas le ministre en charge du dialogue politique, mais vous êtes un ministre, vous êtes membre de ce gouvernement. Un ministre, c'est d'abord, à la base, une fonction politique. Est-ce que le dialogue lui-même, il s'est arrêté? Je pense que il faut pour moi, personnellement, il y a un dialogue politique et il y a un dialogue tout court. Les Guinéens se parlent. C'est le plus important. Leurs représentants, qu'ils soient légitimes ou pas, est-ce qu'ils se parlent? Ça, c'est un autre débat. Très bien. Mais pour moi, dans les quartiers, dans les structures sociales, entre les Guinéens, les gens se parlent. Très bien. Alors, moi, sous le colonel Mamadi Doumbouya qui vous a choisi, qui vous a nommé au sein de son gouvernement, cela fait pratiquement un an. Quelle appréciation de l'homme un an après l'avoir côtoyé pendant un an? Est-ce que vous le qualifierez de quelqu'un de grandes ambitions et qui a une vision claire pour ce pays? Un manager hors pair. Manager hors pair. Pour moi, c'est la première qualité de l'homme. Ensuite, il est convaincu. Et sa conviction est d'ailleurs contagieuse. Quand vous le rencontrez, vous rencontrez quelqu'un qui croit profondément à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et qui surtout fait en sorte que ce qu'il promet, il le réalise. C'est pour moi fondamental dans le système de valeurs chez nous en Afrique. Ensuite, vous avez quelqu'un qui a de grandes ambitions. C'est exactement où est-ce qu'il veut mener la transition, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut apporter, il le sait. Il est très convaincu. Il a une vision claire. Extrêmement claire, il sait ce qu'il veut et il ne tergiverse pas sur certaines choses. Il a des grandes ambitions, mais en même temps, est-ce qu'il est réaliste là-dessus, à se dire oui, je visionne ça, je visualise ça, et c'est ce qui est possible dans le temps qui nous est imparti? Je crois que de nous tous, c'est le seul qui est qualifié pour le faire parce que n'oubliez pas qu'il a été commandant d'une unité des forces spéciales. Par essence, cela veut dire je réunis les moyens que j'ai pour atteindre un objectif. Il n'est pas dans le superflu, il n'est pas dans l'ambition démesurée. Il sait ce qu'il fait et avec précision. Il veut le faire. Donc il s'entoure des moyens qu'il faut. Oui, mais quand qui vient du secteur privé, qui est très concret, quand vous parlez de grands managers, soyez... De manager hors pair. Ouais. C'est quand même fort. Expliquez-nous pourquoi vous le dites ainsi. Ouais.
Alors, vous avez de fortes... Mais il n'est pas d'ailleurs le premier à le dire, hein, Talibé, franchement. Oui, peut-être que lui, il pourrait nous en dire de façon plus claire. Toutes les techniques et toutes les théories du management que l'on utilise dans les grandes structures, y compris dans les entreprises, nous volons ces techniques et ces stratégies aux militaires. Ne l'oubliez jamais. Le management, il est d'abord militaire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous avez affaire à quelqu'un qui a l'habitude de réunir des talents différents, des personnalités différentes, de les réunir et d'atteindre un objectif. Il faut avoir du talent pour ça. Il faut être un très bon manager pour gérer à la fois les humeurs, les ambitions, les déficits, et pousser les gens, amener les gens vers la performance, etc. Le management de la performance, c'est atteindre un objectif. Très bien. C'est le faire. Comment, monsieur mais en même temps, on nous rapporte... il faut qu'on avance. On n'est pas là que pour parler du colonel. Je parle du manager. On a quand même quelqu'un je parle du manager qui nous explique dans le détail. Oui, mais il est là pour le bilan de son département. Voilà. Non, ce dont il est question là, c'est des questions brise-glace, voilà, monsieur. On ne va pas passer une heure là-dessus. On parle du manager dont on dit être souvent hystérique, qui gronde... il n'est pas le porte-parole du gouvernement. La coupe, est-ce que ça arrive? C'est ce que je voulais savoir aussi. Question de curiosité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien. Non. Alors, le gouvernement a changé de main. En tout cas, vous avez côtoyé Mohamed Beavogui. Aujourd'hui, c'est Dr Bernard Goumou. Qu'est-ce qui change pour vous? Et en termes de solidarité d'équipe, l'esprit de solidarité au sein de l'équipe gouvernementale, est-ce que c'est une réalité? Très rapidement. Nous sommes une équipe soudée autour du nouveau Premier ministre, le Dr Bernard Goumou, que je salue. Peut-être moins soudé autour du prédécesseur. Le micro. Ah si. Quel piège. Je pense que nous avons aussi été très soudés autour du Premier ministre Mohamed Beavogui. Je pense que c'est une équipe. Elle est compacte. Nous travaillons ensemble. Nous avons un esprit de corps qui est assez dynamique et évolutif. Le nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un aussi de très concret, pragmatique. Il est du terrain, il est du Serail, il connaît la Guinée, il a travaillé en Guinée, il maîtrise les réalités socio-culturelles de notre pays. Peut-être c'est ce qui échappait à Béa, la connaissance du pays. Je ne sais pas, je ne souhaiterais pas... On va travailler longtemps. Je ne souhaiterais pas entrer dans tous ces détails. Je pense qu'il est assez tôt pour faire un bilan ou une évaluation. C'est deux personnalités différentes. Chacun a pu... Le Premier ministre Mohamed Beavogui, que je salue, à qui je souhaite un prompt rétablissement, a été aussi un très bon manager. Chacun son style. Le management, c'est du style aussi. Bien, on va à présent donc nous intéresser au bilan de ce département. Allez-y avec vous, cabinet. Alors, monsieur le ministre, oui. Non, mais on y va, allez. D'une manière générale, quand vous êtes arrivé au sein donc à la tête de ce ministère-là, vous avez déjà fait un premier état des lieux. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que se trouvait à votre arrivée d'abord le ministère de l'enseignement professionnel? J'aime commencer par un fait qui est peut-être pas mesurable tout de suite, mais pour moi, le premier bilan que l'on fait à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, c'est la perception que le public avait de ce département. C'était d'abord un département qui était perçu comme un département de seconde zone, un sous-secteur dans lequel il faut orienter les gens vers l'enseignement technique et la formation professionnelle quand le circuit classique n'est pas bon, quand ça n'a pas réussi. Ça, c'est un problème. Ensuite, vous avez un problème, nous sommes venus trouver que les infrastructures scolaires étaient assez vétustes. Ce n'était pas digne d'une république. Certaines écoles présentaient un visage qui n'était pas assez reluisant et qui ne permettait pas à certains de nos compatriotes, surtout les plus jeunes, qui acceptent d'aller dans ces écoles-là, d'étudier en toute sérénité et dans une salubrité qui leur permettait d'apprendre. Il n'y avait pas assez d'équipements dans ces écoles, surtout les CFP classiques. La partie pratique de l'apprentissage n'était pas assez développée. Le digital était méconnu. L'administration de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était une administration assez vieillissante, fatiguée et surtout qui n'avait pas un environnement de travail qui pouvait être aussi assez... Bref, le capital humain était en ralentissement, le développement du capital humain était en ralentissement. Ensuite, vous avez la problématique fondamentale de la qualité de la formation. Et puis, finalement, vous avez les problèmes de gouvernance,
d'éthique et un certain nombre de choses. Ouais. En fait. Ça veut dire, là, vous décrivez là une situation chaotique là. Oui, et mieux, monsieur le ministre, est-ce que c'est... Donc vous avez hérité. Ça frôlait cela, mais il y a beaucoup de choses également que l'on a trouvé de positif. Comme quoi écoutez, il y a eu des initiatives extraordinaires qu'on a trouvées, qui n'étaient pas finies, qui n'étaient pas abouties, qui manquaient ou qui présentaient des déficits de vision, c'est comme le projet des ERAM que nous allons continuer, dont on va parler tout à l'heure. Que nous avons continué. C'était une belle vision, c'est un beau projet à l'entame. Nous avons trouvé du personnel qui avait envie de travailler mais qui n'avait pas forcément les moyens de... Ou peut-être qui était démotivé. Exactement, et tout ça. C'est quelque chose de très positif. Mais aussi, nous avons trouvé des jeunes, des compatriotes à nous, des enfants qui étaient assis dans ces écoles, malgré tout ce que je vous ai décrit, qui avaient envie d'apprendre. Et moi j'ai envie en fait de savoir, est-ce que on va s'arrêter là, cabinet, pour l'instant, voilà, parce que la radio c'est aussi nos obligations commerciales. On va marquer une pause, c'était donc l'entrée en matière dans cette interview avec notre invité prestige, monsieur Alpha Bakar Barry, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On revient dans quelques minutes pour continuer ce grand oral. De cette interview avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Oui, dans le sillage un peu des constats, des diagnostics, je voulais regarder un peu dans les rétroviseurs et voir est-ce que monsieur le ministre confirme certaines données. À l'époque, quand Damantan faisait par exemple le bilan, dans son bilan dans le secteur, il disait que l'effectif total des apprentis inscrits dans les institutions de formation technique et professionnelle était de 23 660 en 2010, donc à l'époque où ils venaient, et qui est passé donc à 56 382 en 2013. Cela sous-entend qu'il y a eu un travail de sensibilisation pour accroître l'attractivité du secteur, donc qui fait passer donc les inscrits de 23 000 à pratiquement 56 000. Il disait aussi que quant à l'évolution du nombre d'apprentis dans les écoles professionnelles, elle est passée de 30% par an pour la période précédente 2010 à plus de 75% par an depuis donc 2011, ainsi de suite. Et en parlant d'action, il a parlé par exemple du centre de formation professionnelle de Beila, de Lambagny. Est-ce que déjà vous avez trouvé dans quel état ces écoles-là, ces deux centres de formation? En ce qui concerne ces chiffres-là, est-ce que vous avez fait le même constat quand même qu'il y a eu ces évolutions et que ce secteur est devenu plus attractif depuis cette époque-là où ça n'a pas du tout été le cas? Écoutez, alors déjà c'est difficile de parler du chiffre exact à l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'opération de biométrie. Bien. Deuxième chose, quand il y a inflation de ce type en termes d'effectifs, il faut regarder du côté des écoles de santé. Et pour une moindre mesure vers les écoles, vers les filières électricité. Les écoles de santé, et puis il y a eu aussi une inflation qui a été constatée dans les écoles normales d'instituteurs, et qui ont fait qu'il y a une augmentation de l'effectif à ce niveau. Mais si vous transposez ça sur les autres filières, l'agriculture par exemple, le nombre il est petit comme ça, pour les élèves qui s'inscrivent dans ces filières-là. Au niveau des filières par exemple comme la menuiserie, vous trouvez 6-7 personnes. Au niveau d'autres filières, bon, il y a des filières aussi qui attirent le plus, c'est des filières administratives et commerciales, comme l'ANSAC, comme comment ça s'appelle cette école qui se trouve, l'ENPT, etc., qui sont des écoles de type B, et qui assurent un taux d'insertion socio-professionnelle assez intéressant. La question du chiffre et la question des données justement à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, c'est un véritable problème. Il faut l'adresser de façon méthodique. Et c'est pour cela que nous avons engagé une opération de biométrie de l'ensemble des apprenants du système pour maîtriser les effectifs. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de l'enseignement. Je vous donne un exemple. Dans les écoles normales d'instituteurs, vous trouvez plus de 100 personnes par salle de classe. Ce n'est pas normal. Il n'y a aucun projet pédagogique derrière. Alors que la norme voudrait que ce soit 25, peut-être dans un contexte guinéen, maximum 35 personnes. En fait, il faut que l'enseignement technique recrute selon ses capacités d'accueil. Le nombre de postes disponibles pour tout ce qui est filière de formation en BTP, par exemple. Alors ça, c'est extrêmement important. Vous avez un contraste, vous avez un nombre pléthorique dans les écoles de santé et vous avez moins de personnes
par exemple dans les ERAM, dans les écoles régionales d'art et métiers. Pourquoi? Parce que les écoles régionales d'art et métiers ne fonctionnent pas. Parce que pas équipé pour l'instant. Extrêmement bien équipés, des équipements de pointe, mais il n'y a pas de raccordement à l'énergie. Ce qui veut dire que les équipements qui sont achetés ne fonctionnent pas. Ouais. Dommage. Alors, j'ai parlé du centre de formation professionnelle de Beila et de Lambani. Alors, le centre de formation de Beila va ouvrir cette année. C'était en rénovation. Le centre de Lambani est rénové à 90%. On va aussi pousser pour qu'il soit opérationnel et mis sur le réseau cette année. Mais ces deux centres de formation professionnelle, le premier qui est celui de Beila, la remise a été faite. La remise officielle a été faite. Maintenant, il faut y affecter des enseignants, beaucoup plus d'enseignants, et redynamiser l'école pour qu'elle puisse fonctionner à plein régime. Ouais. Elle fonctionne déjà, il faut qu'elle puisse fonctionner à plein régime. Mais voyez-vous, le problème dans ce genre d'école, par exemple Beila, quand vous ouvrez Beila, quand vous avez Beila, sur la carte scolaire, vous avez Beila, mais un peu plus loin, vous avez l'ERAM de Zérékoré, le CFP de Zérékoré. Les trois écoles ont presque les mêmes filières. Alors, vous avez un problème de taux d'occupation, etc. Pour moi, ce n'est pas fondamentalement un problème parce que même 2 personnes ou 3 personnes bien formées qui sont en salle de classe, ça marche. Ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'il faudrait qu'il y ait dans ces écoles une certaine une articulation dynamique qui fait qu'elles sont complémentaires, non seulement en termes de niveau de formation, mais aussi en termes de filière pour couvrir la région. Bien, plus globalement, moi je vais vous poser cette question plus globalement et ensuite d'autres questions vont suivre. Et on a vu le président de la transition à vos côtés à plusieurs occasions, à Amdallah et sur des chantiers de rénovation et de reconstruction. Qu'est-ce que cela traduit premièrement pour l'action dans le cadre de l'action du gouvernement? Deuxièmement, voilà, là on va vous laisser du temps pour nous dresser le bilan de votre action à la tête de ce département depuis que vous êtes ministre. Écoutez, c'est pas le président de la République depuis le départ a compris que l'éducation, de façon générale, c'est une priorité. Et on doit profiter de cette transition pour pouvoir justement réformer profondément ce secteur. Ouais. Et il a montré son engagement et son soutien sans faille, non seulement sur les projets d'infrastructure, mais aussi sur des projets de réforme. N'oubliez pas que le président de la République a quand même signé des décrets importants, historiques dans le domaine de l'enseignement de façon générale. L'enseignement supérieur a vu les bourses d'études, les bourses d'entretien rehaussées. Il y a eu d'autres décrets et il nous exhorte à un travail d'équipe. Ouais. Les trois ministres sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir avoir une approche holistique de l'ensemble du système. Donc, vous l'avez vu à nos côtés, il était aussi aux côtés des autres ministres de l'Éducation, parce que c'est important. On a l'impression qu'il a été beaucoup plus à vos côtés. D'aucuns disent même qu'il a une préférence pour vous. Heureusement que c'est une impression. Ouais, bien sûr. Heureusement que c'est une impression. Mais voyez-vous, il a le même amour, la même attention pour les autres et il s'investit. Donc, pour le cas du CFP de Donka, je vous ai montré au départ l'état dans lequel était ce CFP. Et nous avons, comme je vous ai dit, changé de paradigme dans la rénovation de cette école. Nous sommes aujourd'hui à près de 60% de rénovation de cette école par les élèves de l'école eux-mêmes, sur la base de cette opération que le président a organisée en mettant une vente aux enchères des véhicules du parc du gouvernement. Ouais. Et vous l'avez vu aussi venir soutenir le NPT à Kipé, lancer les travaux, soit dit en passant, ces travaux aussi sont à 80% achevés de la nouvelle école des chemins de fer sur les hauteurs de Simbaya. Ouais. Vous l'avez vu également dans d'autres projets comme le projet d'insertion socio-professionnelle à Lométier. Ouais. Il est là. Il est là, il est à l'écoute. Ouais. Quand vous lui apportez des solutions, il réagit très rapidement. Très bien. Et sur le bilan global, qu'avez-vous fait sur le plan de la gestion, de la qualification des ressources humaines, sur le plan de la qualification de la formation globalement, beaucoup d'actions engagées sous votre leadership depuis que vous êtes ministre de ce département?
Et je pense que nous avons, comme le diagnostic le disait, nous avons commencé par nous attaquer à la question du développement de la ressource, du capital humain. Très bien. C'est le problème fondamental à l'enseignement technique. Alors, nous avons d'abord commencé par valoriser les anciens, ceux qui étaient là et qui ont donné de leur. C'est eux, nous en avons sélectionné certains, les plus pertinents, et nous avons mis en place un comité qu'on appelle le comité de suivi des réformes institutionnelles. Et ce comité nous conseille, ce sont des fonctionnaires à la retraite qui le font de façon bénévole et qui, justement, ont un regard externe sur notre action à l'interne, et qui nous donnent des conseils et qui travaillent sur des dossiers spécifiquement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous avons instauré une tradition de reconnaissance envers ceux qui ont servi l'administration. Il faut être très reconnaissant et je pense que c'est la première vertu quand on veut aller très très loin. Bien. Ensuite, nous avons rapidement mis en place un système pour d'abord détecter ce qu'on appelle dans l'administration publique les non postés. Vous avez plusieurs personnes qui ont été recrutées à la fonction publique et qui n'ont pas été postées à des directions, à des sections, à des services, etc. Mais qui avaient aussi qui avaient soit une qualification ou qui étaient là pour une raison ou pour une autre. Ouais. Et nous en avions à l'époque plus de 180 que nous avons interviewés. Nous avons élaboré un plan de reconversion. Nous l'avons soumis à un bilan de compétences et nous en avons aujourd'hui, nous avons recruté, redéployé environ 120. 120 sur 180. Il y en a, le défi est grand, il faut y travailler et nous allons y arriver. Ensuite, nous avons fait l'état des lieux du corps professoral. Il y a là aussi un problème. Nous n'avons pas assez d'enseignants dans certaines filières et nous n'avons pas du tout d'enseignants dans d'autres. Et nous nous sommes attelés très rapidement avec l'École normale des professeurs d'enseignement technique à mettre en place un plan d'urgence qui permet de recruter parmi les jeunes enseignants les plus pertinents et les plus performants pour pouvoir les soumettre à une formation rapide et les redéployer avant le début de l'année. Nous avons signé avec la Fédération des Cégeps, qui est un collège du Canada. C'est une fédération de collèges professionnels au Canada. Ce sont avec une belle performance pour pouvoir justement nous aider à former des formateurs et à pouvoir les déployer. Non seulement des formateurs, mais les administrateurs des écoles. Bien. Ensuite, il y a l'administration de l'enseignement technique elle-même. Vous avez plusieurs jeunes à l'intérieur qui se sont arrêtés au niveau licence, qui n'ont pas eu la chance de se développer. Et nous venons de lancer un programme de master et de PhD ainsi que d'ingénierie que le ministère va payer à l'attention de ses collègues-là. Ouais. Alors, il s'agit de gens qui sont dans l'administration centrale, dans l'administration déconcentrée, le personnel d'inspection. Toute personne travaillant au ministère de l'enseignement technique et à la formation professionnelle qui souhaite faire des études supérieures, poursuivre des études post-universitaires, se qualifier, avoir des certificats, etc., et sont éligibles à cette initiative et le ministère les soutient pour qu'ils puissent justement obtenir ces diplômes avec pour condition de signer un contrat décennal avec le ministère et de se mettre à notre disposition. Tout cela concourt à qualifier justement le capital humain, le personnel. Nous avons donc parallèlement également lancé un programme de recrutement de 250 professionnels, des gens qui ont déjà la main à la pâte et qui sont déjà des professionnels, qui soient à l'étranger ou à Conakry, qui souhaiteraient rentrer et puissent mettre au service des écoles directement et pouvoir enseigner. Et puis, nous avions une base de données de jeunes qui ont été formés au Maroc pour pouvoir être déployés comme enseignants dans les écoles régionales d'arts et métiers, que nous avons également rappelé et que nous sommes en train aujourd'hui d'écouter pour pouvoir justement planifier le déploiement. Ouais. Oui, on va le laisser continuer, s'il te plaît. Les profils de ceux-ci-là. Des professionnels, vous voulez dire. Alors, c'est dans beaucoup de secteurs. Je n'ai pas le communiqué en face de moi, mais vous savez, dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'industrie de la restauration et de l'hébergement, dans le domaine de l'agriculture, la mécanisation agricole, par exemple, etc., etc. Ce sont des choses, ce sont des professionnels dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir justement les utiliser comme enseignants, soit à temps plein ou à temps partiel, dans nos écoles. D'autres actions.
Alors, rénovation, équipement d'école. Nous avons trouvé un projet de rénovation de plusieurs écoles au ministère qui était au ralenti, que nous avons accéléré. Ouais. Donc, cette année, nous allons mettre dans le réseau environ une dizaine d'écoles rénovées, y compris les écoles nationales d'agriculture et d'élevage, certains centres de formation professionnelle. Et nous avons entrepris de rénover les CFP que j'appelle personnellement des CFP historiques. Donc, c'est le CFP de Donka, le CFP de Ratoma, le CFP de Kindia, de Labé, de Zérékoré. Ouais. Le CFP de Bokeh est déjà rénové. Le mobilier est déjà sur place. Il va être équipé et mis sur le réseau. À côté du CFP de Bokeh, il y a une nouvelle école qu'on appelle l'unité de formation mobile, qui est une nouvelle école aussi qui va être mise sur le réseau. Bref, un total d'environ 15 écoles seront mises sur le réseau, totalement rénovées. À la prochaine rentrée. À la prochaine rentrée. Reformer la formation dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Pour ceux qui ont fait des projets d'élevage et d'agriculture ici, vous savez combien de fois c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Ouais. Surtout des ouvriers et des opérateurs sur le terrain. Nous avons décidé de mettre à profit les écoles nationales d'agriculture et d'élevage pour à la fois irriguer ce besoin, donc répondre plutôt à ce besoin de notre économie et mettre sur le marché des opérateurs qui sont compétents, mais aussi développer au sein de ces NAE des programmes d'incubation et d'entrepreneuriat qui puissent permettre à ces jeunes de s'installer à leur propre compte. Rendre la filière agricole attractive. Parce qu'elle ne l'est pas, malgré tous les efforts qui sont faits à ce niveau. Et puis le plan digital du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Je vous dis, tous les problèmes de dysfonctionnement que j'ai relatés ici, soit au niveau des effectifs, de la gestion des ressources, de la gestion des infrastructures elles-mêmes, relèvent du fait qu'il n'y a pas un guichet unique. Et nous avons décidé de mettre en place une plateforme qui s'appelle Parcours Pro, qui n'est pas une plateforme d'inscription simplement, c'est une plateforme qui à la fois gère le parcours, le projet professionnel de chaque élève guinéen. Plateforme Parcours Pro. Exactement. Sauf qu'il y a des écoles qui ne sont pas mentionnées dans cette plateforme. C'est une plateforme en développement, ça arrive. Voilà, il n'y a que des anciennes écoles qui sont inscrites dans cette plateforme. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a des écoles qui n'ont pas d'agrément, qui ont existé, qui ont opéré sans agrément du ministère, qui ne vont forcément pas être sur cette plateforme jusqu'à ce que ces écoles régularisent leur situation. Ouais. Deuxièmement, il y a des écoles qui sont omises, puisque le travail de développement continue. Et nous invitons d'ailleurs toutes ces écoles qui sont omises sur cette plateforme et qui estiment et qui ont des agréments à se rapprocher rapidement du ministère pour qu'elles puissent être intégrées, parce que Parcours Pro devient l'unique porte d'entrée dans l'enseignement technique. Cela pour deux raisons. Ouais. Première chose, maîtriser les effectifs. Encore une fois, c'est extrêmement important. Il faut qu'on sache combien de personnes sont inscrites par an à l'enseignement technique. Ça nous permet de faire des projections. Deuxième chose, ça nous évite aussi de voir dans des classes de BTS, dans des filières qui donnent des diplômes de BTS, des individus qui n'ont pas le niveau d'obtenir ces diplômes. Alors, pour une école qui se trouve à Panziazou, je dis Panziazou, c'est pas parce qu'il y a forcément c'est un exemple, une école de santé qui inscrirait des gens en BTS de santé délivrerait un diplôme à quelqu'un qui n'aurait pas eu le bac. Vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Ouais. Aucun moyen. Or, on prend des gens qui ont fait le BPC. Qui font ces formations. Il y en a même, on prend même des élèves du niveau CEP pour les orienter vers les écoles de santé. C'est une véritable problématique. Alors, nous avons mis en place cette plateforme pour d'abord juguler cela, contrôler le flux d'entrants et de sortants. Nous n'avons aucune envie de nous mêler de la démarche d'inscription de chacune de ces écoles. Elles sont privées, elles vont le faire elles-mêmes, mais nous voulons que ces écoles puissent à la fois travailler avec nous pour la maîtrise des effectifs, nous rassurer que dans ces écoles de santé, le ratio d'occupation de salles de classe est respecté, les heures de pratique sont respectées et les heures de stage sont respectées, et qu'on met sur le marché de l'emploi guinéen des élèves qui ont eu un minimum de formation. Ceci est extrêmement important pour notre vision. Ensuite, nous sommes en train de travailler, c'est aussi... la plateforme elle est prête. Il s'agit d'une grosse plateforme de e-learning qui permet aujourd'hui
aux élèves d'avoir une ressource additionnelle de formation qui leur permette aujourd'hui d'apprendre en ligne, à partir de leur téléphone, à partir de leur ordinateur ou à partir d'une tablette pour pouvoir c'est déjà opérationnel ou c'est un chantier? La plateforme est opérationnelle, elle va être lancée à quelques semaines de l'ouverture officielle des salles de classe. Nous sommes en train de... Ça s'appelle comment? Alors, je ne vous dirai pas maintenant. Bien. Okay. Mais pour ne pas ruiner en fait la stratégie de communication qui a été mise en place par les collègues. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que avec cette plateforme, aujourd'hui, on est capable de dire qu'on couvre le pays parce que on suit la couverture Internet, on va suivre la couverture hors Internet ou la couverture plutôt digitale du pays et permettre à des jeunes qui n'ont peut-être pas la chance d'accéder à des écoles, d'avoir droit aussi à de la formation. Il y aura une carte unique d'apprenants à l'enseignement technique. Carte unique. Et multi-usage. Cette carte unique découlera de recensement biométrique que nous avons lancé et cette carte unique va permettre justement, sur cette carte à multi-usage, vous pouvez aujourd'hui, c'est une plateforme à partir de laquelle vous pouvez déployer toute activité que vous voulez faire à l'intérieur. Donc, donner accès à un jeune à une plateforme, permettre à un jeune d'avoir accès au service des bus, permettre à un jeune d'avoir accès à des réductions, etc. Cela va se faire. Alors, quel est le dernier point? Pour ne pas que je sois dans le monologue et que je vous laisse pas parler, il y a les questions d'insertion socio-professionnelle. Nous les avons pris bras. Pour qu'on puisse attirer du monde dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il faut qu'on se rassure et qu'on prouve que quand tu y passes, tu vas trouver de l'emploi, en tout cas, ou tu vas créer ton propre emploi. Alors, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle Allo Métier, qui permet d'ubériser, je pèse bien le mot, d'ubériser les métiers en Guinée. Donc, si vous avez besoin d'un menuisier aujourd'hui en Guinée, vous appelez le 1010 et on vous met à disposition un menuisier et ce menuisier aujourd'hui fait une prestation. Alors, c'est pas le travail à proprement dit du ministère. Il n'y a pas eu de communication, monsieur le ministre. Nous allons y arriver, nous sommes... Il n'y a pas une grande communication autour de ce projet. Vous avez vérifié... Si vous regardez au niveau de certains carrefours de Conakry, nous avons mis des espaces collaboratifs de métiers. Ces espaces sont physiques. Dans les conteneurs. Dans les conteneurs. Ces espaces sont physiques et ils mettent à disposition des jeunes des outils de travail qui leur permettent d'intervenir sur le client. Nous sommes en train de roder le modèle. Il est très difficile. Comment ça fonctionne, monsieur le ministre? Alors, vous appelez... la gouverne du grand public. Chacun de ces... c'est pas pour vous couper, parce que moi, je vois souvent des Guinéens, des internautes faire des posts pour en fait demander l'adresse d'un électricien, des menuisiers, etc., etc. Or, vous avez ce projet formidable qui aurait pu être un moyen de combler ce genre de besoins. Alors, ça avance. Ce projet avance. Il est déjà sur place. Les conteneurs sont dans les carrefours. Les GIE sont formés. Les jeunes sont à l'intérieur de ces GIE. L'objectif pour nous, c'est que quand vous appelez le 1010 à Panziazou, vous puissiez avoir un menuisier. Mais faudrait-il qu'il y ait des menuisiers à Panziazou qui s'inscrivent? Bien entendu. Il faudrait qu'à Cancan, il y ait des jeunes... Est-ce que ce sont des menuisiers que vous avez formés ou... Des sortants des écoles professionnelles? Les sortants des écoles professionnelles sont prioritaires, mais nous avons envie d'élargir cette opportunité à toute personne qui estime avoir un métier spécifique à vendre. Et ça passe par le bilan de compétences, le test et puis l'adhésion au GIE du quartier dans lequel vous êtes. Donc c'est vous qui sélectionnez les jeunes Le GIE sélectionnera le jeune. Nous mettons juste à disposition cette plateforme et cette plateforme génère à la fois des revenus pour chacun d'entre eux parce que si vous intervenez 2 fois, vous êtes menuisier, vous intervenez 4 fois par mois, tout ce que vous avez à faire à la fin du mois, c'est d'envoyer votre facture à votre gérant de GIE, il vous paye. Très bien. Mais le client, lui, il a déjà été facturé, il a payé au GIE. Ah, le client, il paye au GIE directement. Et l'intervention est assurée pièce et main d'œuvre pendant 10 jours. Le jeune qui vient, vous êtes rassuré en tant que client que vous n'avez pas été surfacturé sur le prix d'une serrure ou d'une ampoule, ou etc., parce que c'est le problème récurrent. On vous rassure que le jeune qui vient chez vous, il a une hygiène irréprochable. On vous rassure que quand il vient chez vous, il ne va pas subtiliser un certain nombre de choses. Ce sont les choses que l'on veut quand on veut avoir quelqu'un dans sa propre maison. Voilà, j'ai une question. Akumba, si tu permets, ce qui n'a pas posé de questions depuis le début. Allez-y, Akumba. Oui, évidemment. Allez-y, Akumba. Allez-y, Akumba. Monsieur le ministre, depuis que vous avez commencé, vous avez parlé de ressources humaines. C'est vrai que le premier capital d'un État, ce sont les ressources humaines. Mais aujourd'hui, il y a quand même, malgré que votre bilan soit beau, il y a quand même quelques petites plaintes.
des écoles professionnelles privées, notamment du secteur de la santé que vous avez abordé sur le pan du fait que certaines ne soient pas réglementairement bien installées. Ces écoles-là se plaignent parce qu'elles disent, en tout cas leurs acteurs disent que vous avez marginalisé leurs lauréats. Pourquoi ne pas prendre en charge ces lauréats-là alors que les lauréats des écoles privées au niveau de l'enseignement élémentaire et secondaire sont pris en charge par le gouvernement? Est-ce vrai donc, c'est le premier pan de ma question, est-ce vrai que des lauréats sortant de ces écoles privées professionnelles ne sont pas pris en compte par le gouvernement? Il y a aussi le fait qu'il y ait une dette vis-à-vis des écoles privées professionnelles, une dette de l'État. Est-ce que vous avez évalué cette dette pour voir un peu quel est son impact sur la fiabilité même de la disponibilité financière pour assurer une capacité technique de ces écoles-là? Et puisque moi je suis gourmand, je suis très gourmand. La troisième question. Oui, puisque je suis gourmand, j'aimerais savoir la place de l'agriculture dans votre plan de développement en tant que ministère technique. Surtout, est-ce qu'il y aura des écoles, des conducteurs, des tracteurs par exemple, des moissonneuses, des batteuses, parce que le secteur minier met en place des écoles spécifiques pour les machines utilisées dans le secteur minier. Est-ce que vous, en tant que, si vous voulez, spécialiste du gouvernement en matière de formation professionnelle, vous allez vous pencher, si cela n'existait pas, à la mise en place des écoles professionnelles pour former des conducteurs de machines dans l'agriculture, dans l'irrigation? Bien. Et ne me renvoyez pas dans les écoles d'ingénierie. Bien, Les écoles professionnelles. ça fait beaucoup de questions. Allez-y, monsieur le ministre. On va commencer par le sujet que j'aime beaucoup, c'est celui de l'agriculture. Je l'affectionne particulièrement. Parce que je pense qu'à la fois, l'agriculture, c'est l'avenir, mais former des gens en agriculture, c'est de nous rassurer que nous créons de l'emploi dans ce secteur-là. Alors, oui, nous avons parlé avec des seniors français qui sont à la retraite et qui veulent se mettre à la disposition du ministère pour pouvoir justement apporter à la fois la formation en mécanisation, mais aussi en opération d'engins agricoles. Nous avons aussi parlé à des retraités guinéens, des seniors guinéens qui travaillent au ministère de l'Agriculture, avec lesquels nous allons signer une convention pour pouvoir justement déployer la formation en conduite d'engins agricoles. Mais je peux déjà vous rassurer qu'à Kankan, à l'ENAE de Kankan, vous avez un module de formation en engin, et une des lauréates d'ailleurs que nous avons mise en avant récemment, c'est une des championnes en conduite de tracteurs, de moissonneuses et autres engins agricoles. Bien. C'est extrêmement important de former des opérateurs dans ce domaine-là, mais c'est aussi important. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a une école nationale de l'agriculture. On en a 4. 4. Nous en avons 4. Nous en avons à Koba, nous en avons à Tolo, nous en avons à Kankan. Ça, c'est les techniques agricoles, les conducteurs. Voilà. Justement, à l'intérieur de ces ENAE, il y aura ces filières conduite dans les agricoles. Donc, il n'en existe pas pour l'instant. Non, si, à Kankan, il y en a. Dans les autres écoles, il y en aura. Il y aura une filière entrepreneuriale et il y aura des incubateurs à l'intérieur de ces ENAE pour pouvoir justement promouvoir un entrepreneuriat agricole local. Au niveau des lauréats, il y a les lauréats des écoles professionnelles privées sont de la santé. Attention, aucun lauréat de santé n'est pris en compte ou n'est pris en charge comme boursier de l'État par le ministère. Et pourquoi? Pour l'instant, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'offre de bourse pour cette filière-là. Et pour les écoles les autres écoles. Vous pouvez en chercher. Alors, aujourd'hui, pour les bourses, nous sommes en train de travailler de concert avec le Service national des bourses extérieures pour élargir d'abord l'assiette des donateurs de bourses, mais aussi les filières dans lesquelles il faut demander des bourses. Vous avez des bourses de tous ordres. Malheureusement, la santé, pour l'instant, on n'en a pas. Mais oui, vous avez raison. Ça pourrait venir. Il faut le chercher. Maintenant, les écoles privées de formation professionnelle autres que santé sont effectivement prises en compte comme lauréats chez nous. Ils ont même été récompensés lors de la cérémonie que nous avons organisée au Palais du Peuple. Ils ont été intégrés. Je parle souvent aussi et je parle tous les jours d'intégrer le secteur privé parce que c'est des partenaires. Et l'APEG est un partenaire de choix de notre ministère. J'aimerais quand même partager un message avec vous. Ça ne concerne pas votre département, mais j'espère que beaucoup de membres du gouvernement vous écoutent. Ça serait l'occasion de passer le message. Un jeune Guinéen vient de décrocher le baccalauréat
au Sénégal avec mention, donc dans les conditions normales, il est boursier, mais le Sénégal, lui, a refusé la bourse parce qu'il a refusé de renoncer à sa nationalité guinéenne. Ce n'est pas de votre département, mais j'aimerais juste, en tant que membre du gouvernement, mettre cette information à votre disposition. Le jeune est même là, il cherche à savoir, avoir des contacts avec le gouvernement pour savoir s'il faut finalement qu'il renonce à sa nationalité pour que le Sénégal lui donne sa bourse. C'est juste un message que je passe à travers vous. C'est noté. C'est noté. Oui, on continue, hein. On n'a plus que 10 minutes. Allez-y, Mamadouri. Tel qu'il y a le programme d'alphabétisation pour des gens qui sont parlés à l'école pour d'autres secteurs, est-ce que chez vous, il y a quelque chose de prévu pour ces gens-là, cette autre catégorie qui a hérité de tous ces métiers-là, mais par héritage, permettez-moi le pléonasme, et qui le font par tâtonnement, c'est-à-dire les menuisiers dans les quartiers, les mécaniciens au bord des routes et les électriciens, quelque chose pour un peu les formaliser et de sorte qu'ils sortent dans ces catégories-là. Secondo, il y a de ses prédécesseurs qui ont posé un constat dans votre secteur, c'est que il y a de belles ambitions, mais la difficulté dans le secteur de la formation technique, c'est le manque des ressources financières et la difficulté d'obtenir des matières d'œuvre. Est-ce que vous en êtes à faire le même constat depuis que vous êtes sur place? Absolument. Pour le cas de l'apprentissage, c'est extrêmement beau ce que vous dites. L'ambition, la finalité, c'est que les écoles, les centres de formation professionnelle et les ateliers, je mettrai même ça entre griffes, ateliers, les ateliers puissent travailler de concert pour intégrer cette autre couche de notre société dans le système de formation professionnelle. Mais rassurez-vous, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle les centres d'apprentissage et de formation post-primaire et post-secondaire. Ce sont des écoles qui sont faites pour les gens qui ont décroché ou qui ne sont pas allés à l'école et qui veulent apprendre un métier. Il y en a à Conakry et il y en a dans plusieurs préfectures. Il n'y en a pas assez. L'objectif, ce serait de le généraliser et de le rendre accessible. Sur la question du budget, c'est le budget d'éducation lui-même qui est encore en deçà de la norme. Il faut augmenter, il faut pousser pour que ça puisse avancer. Il a été substantiellement augmenté lors de la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative. Je ne saurais vous le dire, pour être franc. On va partir crescendo. L'objectif, c'est qu'on puisse respecter les normes. Au niveau de la question de la problématique de la matière d'œuvre, c'est une problématique à la fois qui se pose au niveau du budget, enfin au niveau du budget même du ministère, mais qui est prise en compte par un projet qu'on appelle le PRODEG. C'est le calendrier de disponibilité de cette matière d'œuvre, la gestion de la matière d'œuvre qui cause problème. Alors, ce que nous voulons mettre en place, c'est une centrale d'achat déjà. D'abord que les matières d'œuvre puissent arriver dans les écoles avant l'ouverture des classes pour que les enfants puissent trouver des matières d'œuvre dans les salles de classe. C'est important. Ensuite, qu'il y en ait suffisamment, mais aussi faire contribuer le secteur privé local à abonder la fourniture de la matière d'œuvre dans les écoles. Ça va permettre d'améliorer la formation, ça va permettre d'améliorer la pratique, ça va permettre aussi aux jeunes de s'habituer à leur métier dès les premières heures sur les bancs de l'école. Bien, 3 questions rapidement. Qu'en est-il du village numérique de Kipé? On l'a noté dans les actions que vous avez lancées depuis que vous êtes ministre. Deuxièmement, quelle politique pour une adéquation, parce que c'est un débat qui existe depuis tout le temps, pour arriver à une adéquation entre la formation reçue et le marché de l'emploi. Et puis, est-ce que votre logiciel, comment ça s'appelle, Parcours Pro, est-ce qu'il tient compte du suivi des apprenants lorsqu'ils finissent leur parcours? Est-ce que c'est un moyen de les suivre jusqu'à leur absorption sur le marché de l'emploi? Alors, je vais commencer par le projet du village numérique. J'aimerais pas m'étaler dessus parce que c'est pas un projet encore prêt, il n'est pas mûr, on y travaille. On travaille pour qu'on ait une réponse. C'est un projet assez rapide à mettre en place et assez bien fourni. Donc, je vous reviendrai sur cette... Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Moi, j'ai visité récemment... C'est la suite logique de l'École nationale des postes et télécommunications. Il faut que cette école puisse évoluer
en école du numérique, qu'elle puisse faire de la formation, mais aussi animer l'écosystème et qu'elle puisse participer à créer de la formation et de la qualification dans le numérique en Guinée. Mais je vous reviendrai là-dessus avec plus de détails. Parce que ça m'a fait rêver personnellement. J'ai visité le village intelligent du Caire, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un projet similaire. On veut créer un projet. Que vous allez faire avec le ministère des Télécoms. On veut créer un projet guinéen. Très bien. On veut, selon les réalités de la Guinée, les besoins de la Guinée pour les 10, les 15 et les 20 prochaines années. Bien. Pour le suivi des apprenants, oui, il y a un module qui a été financé par l'Agence de la francophonie, qui est un module qui s'ajoute à Parcours Pro et qui va faire le suivi de l'ensemble des apprenants à la sortie de l'école et qui va justement faire du rating, du scoring, qui va donner des opportunités de stage, d'emploi et d'apprentissage à tous les jeunes qui sortiront de cela. C'est oui. Ça existe. La réponse est oui. Bien. La politique d'adéquation. Alors ça c'est une problématique, encore une fois, c'est l'horizon que l'on veut tous atteindre. Il faut un dialogue permanent entre le secteur privé et les institutions de formation professionnelle. Nous formons pour le secteur privé, nous formons pour l'entreprise. Il faut que l'entreprise puisse nous dire à temps réel et puisse d'abord participer à la gestion des écoles. C'est pour cela que dans le conseil d'établissement, nous voulons qu'il y ait le secteur privé qui préside le conseil d'établissement et qui soit représenté dans le conseil d'établissement. Cela permet de faire des formations à la carte. Première chose. Deuxième chose, il faut une batterie de lois qui protège certains emplois en Guinée. Et nous sommes en train de travailler dessus en concert avec le ministère du Travail pour que l'on puisse arrêter d'importer des ferrailleurs, des menuisiers, etc., qu'il y ait des emplois qui soient protégés et qui soient pris en compte par notre économie. Et le dialogue permanent donc avec le secteur privé, c'est une des solutions. La proactivité et la veille en termes de co-construction de programmes de formation, c'est la solution. Le financement par le secteur privé de certaines formations, c'est aussi la solution. Le perfectionnement, la question du perfectionnement aussi, c'est une autre solution pour pouvoir justement arriver à cette adéquation. L'adéquation ne sera pas parfaite parce qu'il y a une asymétrie de l'information entre le secteur privé. Le secteur privé, ce n'est pas un organe homogène à qui on parle, c'est une dynamique. C'est la même chose pour les écoles, c'est une dynamique. Vous voyez, cette année, l'année prochaine, l'année d'après, tous les jours, nous allons continuer à créer de nouvelles filières pour pouvoir justement adresser le secteur privé. Bien. Notre invité du jour, M. Alpha Bakar Barry, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il ne nous reste que 4 minutes, le temps d'aborder les dernières questions. Allez-y, Talibé et Mohamed. Monsieur le ministre, quel bilan vous feriez des examens de sortie organisés par votre département au compte de l'année 2022 et 2022? Et deuxième question, il y a eu le vote d'un fonds, en tout cas à l'Assemblée nationale, l'Assemblée défunte, qui avait fait beaucoup polémique, de plusieurs centaines de millions de dollars. Est-ce que ces fonds existent encore chez vous? Qu'en est-il exactement? D'abord, les examens de sortie. Alors, il faut comprendre... L'ONFPP, les contributions de l'ONFPP, vous avez parlé du secteur privé, mais il me semble que le secteur privé aussi, l'un des plus grands contributeurs de la formation, à la formation professionnelle. Je ne connais pas très bien, mais l'ONFPP, j'aimerais bien en savoir de quoi il s'agit maintenant. Bien. D'abord, sur les examens de sortie, peut-on parler d'une meilleure organisation et d'une meilleure maîtrise des budgets? Parce que c'est le budget qui avait fait couler tant d'encre à l'époque. Alors, deux choses sur l'organisation des examens de sortie. Dans le micro, s'il vous plaît. Les examens de sortie, pour moi, le plus important, c'est la teneur, la valeur pédagogique de l'examen de sortie. Vous savez qu'il y a la partie théorique et la partie pratique. Et la partie pratique, justement, d'un point de vue logistique, c'est une vraie problématique. La matière d'œuvre qui doit arriver à temps, les évaluateurs qui doivent arriver à temps, etc., etc. On peut mieux faire. Et on va mieux faire. Chaque année, on va améliorer le processus d'examen de sortie. Cette année, le bilan est plutôt positif. Nous sommes contents de ce que nous avons fait. Nous arrivons à un niveau maintenant où nous devons corriger peut-être le timing des examens. Nous devons corriger la surveillance des examens. Nous devons corriger le redéploiement des surveillants et des examinateurs ou on appelle ça des délégués. Nous devons corriger l'acheminement des épreuves, la collecte des copies,
mettre beaucoup plus de digital dans le processus, faire acheminer la matière d'œuvre à temps, essayer d'utiliser des pièces utiles au lieu de pièces poubelles, parce que vous savez qu'on vous demande par exemple si vous êtes en menuiserie de faire un table-banc, une table, etc., etc. Ce sont des choses que nous allons améliorer cette année. Alors, vous parlez certainement de ce fameux fonds de plus de 100 millions de dollars qui serait voté par l'Assemblée nationale. Pour dire vrai, si j'avais trouvé cet argent dans les caisses, aujourd'hui je serais un homme heureux. Mais non, cet argent n'est jamais arrivé en Guinée, à mon avis. Il n'a jamais allé dans un ministère, à mon avis. Si quelqu'un a une information sur ce genre de choses, qu'il puisse nous partager cela pour qu'on puisse justement au niveau du ministère de l'enseignement technique avoir notre part. Dans la même foulée. Dernière question. Je finis. Permettez. Je finis juste la contribution de l'ONFPP. Ouais. Les contributions, l'ONFPP est un EPA sur lequel nous travaillons au même titre que le CNPG et l'ENPT. Nous allons mettre un CA à l'ONFPP, reformer l'utilisation de la contribution du secteur privé, nous rapprocher beaucoup plus de nos centres de formation professionnelle et de notre perfectionnement en gestion, etc., pour que l'ONFPP puisse avoir une meilleure prestation. L'objectif, c'est cela. Oui. Bien, la toute dernière question. Oui, la toute dernière question. Je vais aller rapidement. D'abord, monsieur le ministre, je constate que vous avez changé de locaux. Je me suis promené par hasard, vous n'êtes plus au pont 8 novembre. Apparemment, vous êtes à Taouya. Je veux comprendre pourquoi cette urgence et quels sont les frais de location de cet immeuble flambant neuf. Quelle était l'urgence? Et l'autre question, est-ce que vous avez trouvé sur le compte de la Banque centrale, le compte du ministère de l'enseignement technique, un montant de 35 milliards qui était destiné à la rénovation des ERAM? Est-ce qu'à votre arrivée, ce montant était sur le compte? Bien, vous allez poser votre question et on va accorder 2 minutes au ministre. En même temps, on nous rappelle que le bateau qui a chaviré hier appartient au centre professionnel de la marine. Est-ce que là, vous êtes intéressé à cela? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce bateau du centre? 3 questions en 2 minutes, monsieur le ministre. Alors, très rapidement, le ministère de l'enseignement technique, elle n'avait pas à proprement dit un siège. Ce n'était pas un siège digne d'un ministère. Nous avons donc décidé de délocaliser le ministère, de revenir en banlieue, en concertation avec toutes les parties prenantes et sur autorisation du président de la transition. Très bien. Un siège dans lequel des cadres du département se débrouillaient dans le quartier pour aller aux toilettes, c'est indigne d'un ministère. Ouais. Et vous savez qu'il y a un vaste programme de construction d'une cité administrative où seront logés tous les ministères. Avant cela, nous avons estimé que nous allons aménager dans de nouveaux locaux et ça c'est à Taouya. Et pour le loyer, je ne souhaiterais pas vous le dire parce que c'est dans l'ordre de l'administratif et du financier. Bien. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites des anciens locaux Alors les anciens locaux sont aujourd'hui en train d'être rénovés et ça sera le siège de l'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Très bien. Deuxième question. Pour les comptes de 35 milliards, je ne suis pas au courant. Je sais que pour cette année, on m'a accordé environ 9 milliards à la loi de finances rectificative pour pouvoir justement payer la quote-part guinéenne sur les ERAM. Je précise que les ERAM, c'est pas du BND. Il y a une participation du BND sur les avenants des contrats des ERAM, mais le financement est entièrement assuré par la Banque islamique de développement et le financement... non, l'AFD, non. La Banque islamique de développement pour les ERAM de Koya et de Dabola, ainsi que les nouvelles ERAM qui seront construites à Kingia et à Mamou. Le CFP maritime, non, je ne suis pas au courant. Je vais me renseigner pour pouvoir justement entrer en contact avec Madame la ministre des Pêches. Bien, en conclusion, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut dire à l'ensemble de ces jeunes Guinéens qui sont à l'écoute, qui veulent s'intéresser à ce secteur-là? Un mot à leur endroit. Que la formation professionnelle est une voie royale pour obtenir un emploi, que c'est aussi une voie pour pouvoir se constituer et s'installer à son propre compte, donc explorer l'entrepreneuriat, que l'enseignement, l'éducation de façon générale, si nous travaillons, nous avons besoin de bâtir une coalition nationale de toutes les parties prenantes pour pouvoir justement qualifier l'éducation en Guinée. Cela y va de l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas le travail
d'un seul gouvernement, d'un seul ministre, c'est le travail de toute une nation, il faut qu'on s'y mette. Et la formation professionnelle, c'est de garantir aux enfants de Guinée un emploi dans tous les projets qui vont venir en Guinée et tous les emplois qui vont être produits par notre économie. Je ne veux pas finir cette interview sans remercier et saluer mes collègues. Les cadres du ministère de l'enseignement technique, du planton au ministre, sont engagés tous les jours à un travail de fond. C'est un sacerdoce que je voudrais saluer, que je voudrais magnifier. Bien. Et je voulais le dire qu'ensemble, si nous travaillons, nous pouvons arriver à des résultats meilleurs en fin d'année. La collaboration avec Bundu et Mme Fatou Baldé. Excellente. Excellent. Nous formons une paire. On nous rapporte que nous sommes un c'est le trio. département où il y a vraiment une meilleure synergie entre le ministre et ses deux premiers collaborateurs. Mais aussi les autres cadres, les Très bien. directions nationales, les services. Tout le monde travaille à faire aboutir les projets parce qu'on travaille sur base de projets et on veut faire aboutir ces projets pour qu'on puisse avoir un héritage partagé. Bien, félicitations. Une note pour le ministre. Non, mais ça va. Sur 10. Ouais, ben je la compte 7 sur 10. Même si c'est le modèle Jatrofa qui est importé au ministère de l'Enseignement technique. Cabinet. Le modèle privé marche. Cabinet. Le modèle privé donne marche. 9 sur 10. Talibé 8 sur 10. Ouais, Kumba. Mention excellente. Combien Et sur puis 10? accompagné par mes applaudissements. Bien, donc Comme 10 l'on sur pas 10. quelqu'un. 10 sur 10. 9,50. Bien. Mamadouri 10 sur 10. Bien. Moi, je donne 9,50. Félicitations beaucoup. à vous, monsieur le Merci. ministre. Voilà, Merci à c'est un tous. grand oral réussi. Toutes nos excuses à la direction commerciale pour ce débordement. On va donc s'employer à corriger au fur et à mesure. Merci à vous tous pour l'écoute. Est-ce qu'on peut fermer les autres micros? Diaouné, encore une fois. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Derrière nous, c'est l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentegue. On se reprend demain quand il sera 8h sur Film FM. Restez en notre compagnie. Le programme continue. Au revoir. Vous Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.